Développer, le podcast qui poursuit les idées arrêtées. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, docteur en philosophie politique. Et je suis avec Monica Stiekja. Bonjour Monica. Bonjour Olivier. Alors, pour ce podcast filmé développé, on va commencer par une petite présentation de tes faits d'armes, parce qu'il y en a pas mal. Tu es enseignante, tu es consultante. Également. Tu écris pour The Conversation régulièrement. Et c'est d'ailleurs un de tes articles qui fait que je t'ai invité ici pour parler du travail invisible. J'en dis pas plus. Tu es spécialiste du storytelling. Là, tu es de passage à Paris, tu étais en formation hier pour des journalistes TV. 78, ouais, complètement. Voilà. Donc tu les as formés aux techniques du storytelling, notamment sur les réseaux sociaux. Et ils sont aguerris, maintenant ils y vont. Non, j'espère. C'était un beau moment en tout cas. Tu es diplômé de Sciences Po Paris. Tu as fait un doctorat sur les séries, le management. L'intitulé exact est la figure du héros dans les séries policières américaines entre 1968 et 2008. Exactement. Voilà, ouais. À Paris-Saclay. Tout à fait. UVSQ, Université de Versailles-Saint-Quentin, qui depuis est rattachée à Paris-Saclay. Moi, je ne sais même plus mon université de rattachement. Je l'ai découvert hier. J'ai découvert que j'étais à Paris-Cité maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des évolutions. C'était Paris 7, Denis Diderot, et maintenant c'est Paris-Cité. Je suis fier de l'avoir découvert, c'est bien. Ça évolue, les rassemblements. Tu as, dans une vie antérieure, cofondé l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Exactement, oui, en 95. On aurait pu se croiser là-bas parce qu'on partageait les mêmes locaux. Absolument. Et tu m'as appris tout à l'heure qu'en 2011, tu as été élue femme de l'année du jeu vidéo. Exactement, le Grand Prix Electronic Arts. Donc ça montre la diversité des vies que tu as eues. Complètement. Mes enfants étaient dégoûtés. Ils n'avaient pas le droit de jouer et moi j'étais en plein dans le jeu vidéo. Et tu enseigné le jeu vidéo, tu sanctionnais les étudiants qui ne rendaient pas leurs devoirs avec le jeu vidéo. Quoi. Voilà, exactement. Pionnier. Et maintenant, tu travailles sur la question des séries, bien sûr, le lien avec le management. Tu donnes d'ailleurs des cours qui sont en relation à ça. Et tu travailles particulièrement sur la figure des femmes dans les séries, les stéréotypes féminins, la question de l'imposture aussi, qui va se poser via la représentation des rôles dans les séries. Et c'est vraiment sur cette question des femmes, du travail domestique, du travail des femmes qu'on va venir aujourd'hui à parler, d'en développer. Je te propose de commencer. Avec plaisir. Alors, je te renvoie avec le premier Bristol, à la maison. Qu'est-ce que ça t'évoque dans les séries ? La maison évoque très vite en fait, la place du foyer. Et le foyer, c'est la place des femmes. Ouais. Donc, les séries sont nées, d'abord, petit contexte historique extrêmement rapide. N'oublions pas qu'au départ, les séries issues de la radio, d'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, vont naître au foyer. Les premières personnes à laquelle s'adressent ces séries sont les femmes, qui dans l'après-midi doivent avoir le poste de télévision dans une belle cuisine américaine qui permet au poste de télévision de rayonner partout, ce qui est complètement réel. Ça a changé l'architecture en ouvrant les cuisines justement sur le salon et la télé, et donc avec des séries qui vont commencer à raconter la vie des femmes au foyer. Des séries qui sont à la fois classiques, qui vont vraiment élaborer et poser les normes demandées de la femme au foyer, notamment de Donna Richo, qui est vraiment la femme telle que vous pouvez l'avoir vue stéréotypée, avec sa robe des années 50, dans sa tenue parfaite, extrêmement bien coiffée, faisant le ménage, assurant un repas merveilleux, toujours souriante, n'oubliant rien. Faisant le ménage avec sa robe parfaitement plissée. Et à la fin du ménage, la robe reste intacte. La robe est intacte, la maison est nickel, c'est une cuisinière hors pair, évidemment. Ça, c'est dans les années 50. Donc ça, c'est dans les années 50, c'est de Donna Richo. C'est vraiment l'élaboration de l'American Way of Life, la représentation, qui obéit aussi à une tendance historique, qui est après la Seconde Guerre mondiale. Les hommes reviennent, il faut libérer de la place pour les emplois. Donc, on va renvoyer les femmes dans les foyers. Oui, parce qu'elles ont participé à l'effort de guerre, forcément, quand leur mari était exactement. Vous vous souvenez la fameuse photo de la Rosette là, qui emmène les femmes pour travailler dans l'armement, dans l'armée, dans l'industrie, participer à l'effort de guerre. La guerre est terminée maintenant. Il faut penser à retourner au foyer. Comment retourner au foyer ? De plusieurs façons. La première, c'est en remettant en priorité le rôle des femmes dans la maternité et dans la famille.
les femmes sont garantes de l'ordre familial, hein, sinon les enfants vont errer seuls dans les rues et devenir complètement perdus pour la société. Et ça sera bien la faute des mères qui ne sont pas là. Pourquoi elles ne sont pas là? Parce qu'elles travaillent. Elles n'ont qu'à ne plus travailler. Ça tombe bien parce que les hommes, eux, ils ont besoin de travailler. Donc tout ça est bien. Et donc ça va être aussi la grande période de l'élaboration et de la construction des suburbs, hein, de toutes ces maisons, donc cette occupation de l'espace, hein, le centre-ville qui va être le centre-ville du business et du travail, et ces fameuses maisons américaines qu'on voit partout avec ces fameuses pelouses et puis ces barrières blanches qui, d'ailleurs, dans la réalité, il y a assez peu de barrières blanches. Hein, c'est vraiment des représentations C'est drôle. Cinématographiques dont, entre autres, David Lynch, hein, dans Blue Velvet, s'amusait dès le début du film, hein, puisque vous voyez ces sourires, ces couleurs, ces fleurs, et en fait, sous la pelouse, grouille une vie horrible et grouille la mort. Mais ici, non. Ici, c'est vraiment l'homme part travailler, la femme reste à la maison, et c'est elle qui garde les valeurs de la famille américaine. Alors, il y a quand même un bémol, parce que dans les grandes séries, et certaines, même en France, on les connaît très bien, comme je pense à Ma sorcière bien-aimée, mais je pense aussi d'abord à l'une des séries historiques qui s'appelle I Love Lucy, qui est une série qui commence dans les années 50, qui va se prolonger jusqu'à presque les années 70. L'héroïne qui porte la série, qui est d'ailleurs une actrice productrice qui a révolutionné le monde de la télévision par ailleurs, hein, eh bien, c'est une femme au foyer, certes, mais c'est une femme au foyer qui n'est pas du tout comme notre Donna Richo, hein, qui est une ménagère, une piètre ménagère, qui ne pense qu'à une chose, c'est à s'échapper de son foyer pour travailler. Donc on la retrouve dans des situations de boulot assez drôles, très cocasses, hein. D'ailleurs, il y a un clin d'œil qui est fait au temps moderne, parce qu'elle, c'est dans une chocolaterie, elle doit emballer des chocolats, et là, vous verrez l'extrait dans YouTube, hein, vous faites I Love Lucy chocolaterie, vous ne pouvez pas le louper. Et le chocolaterie s'emballe et elle n'arrive plus à emballer, et c'est exactement... Mais ça c'est un clin d'œil évidemment au temps moderne. Et c'est donc, non, le foyer, elle est pas du tout à l'aise, elle veut pas, elle est nulle, ça l'enquiquine. Donc, quand même, il y a déjà une subversion qui est assez forte. Encore une fois, je vous rappelle que le personnage, la productrice et actrice, était une sacrée bonne femme, hein, comme on peut dire. Et d'une façon peut-être plus connue en France, eh bien, Ma sorcière bien-aimée, si on la regarde bien, la Samantha, eh bien, Samantha, elle, qu'est-ce qui se passe dans son foyer? Sans la sorcellerie, elle n'y arrive pas. Elle agite son nez, c'est ça. Voilà, exactement. Et là, c'est quand même le rêve. Tout se met en place. Donc, elle assure là cette perfection demandée, hein, vraiment cet ordre de perfection du foyer, uniquement avec la magie. Sinon, elle n'y arrive pas. Le premier épisode, pareil, hein, vous trouvez tous les épisodes de Ma sorcière bien-aimée, vous le retrouvez sur le web, hein, sur YouTube entre autres, mais sur Dailymotion exact aussi. Les premiers épisodes, vous verrez, ils sont très courts, ils sont toujours aussi merveilleusement faits. Le tout premier épisode, elle a tous ces robots ménagers qui sont censés faciliter la vie. C'est absolument épouvantable, hein, ça lui échappe des mains, le jus d'orange part dans tous les sens, l'orange explose, la cuisine est dans un état qui ressemble à Fort Alamo. Son mari va arriver, prendre son petit déjeuner, sans la magie, elle n'y arrive pas. Ouais, ça dit quelque chose d'intéressant. C'est quand même, c'est en fait ce que ça raconte quand même, c'est que, et c'est pour ça que ça parle aussi si bien, c'est que la vie de la ménagère, de la parfaite femme au foyer, quand son mari rentre, elle doit lui préparer le petit apéritif. Évidemment, l'olive part dans un sens, l'apéritif n'est pas prêt. Enfin, dans ce tour de sorcellerie, elle ne va pas y arriver quand même. Et à côté de ça, elle ne veut pas être une sorcière non plus. Sa mère, Andorra, la fameuse belle-mère de ce pauvre Jean-Pierre, qui, elle, lui reproche d'être parmi les humains, justement, d'avoir quitté les sorciers, de s'être accoquinée avec des humains, et donc de devenir une femme au foyer, eh bien, elle veut pas non plus, elle veut choisir. Ouais. En fait, elle veut choisir, et elle envoie balader tout le monde, elle veut choisir. Derrière une première apparence, on dit, bah oui, elle fait tout pour que tout soit parfait. Oui, mais comment le fait-elle? Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que ce que la série raconte, c'est que c'est impossible. Mais c'est intéressant parce que dans le cheminement que tu as fait, il y a quand même la représentation de la place de la femme et de la femme idéale, la femme au foyer qui parvient à tout faire, qui crée un environnement sain pour les enfants, qui permet à son mari de n'avoir aucun tracas domestique et de partir au travail pour s'occuper des vraies affaires sérieuses. Mais déjà, il y a une perspective de subversion qui s'insinue doucement. Exactement. Alors, exactement. Il y a une petite chose dont on a parlé tout à l'heure que je trouvais très intéressante parce que je ne l'avais pas vu dans l'article, mais ce que tu disais, c'est que le modèle de la femme au foyer qui
surgit avec l'American Way of Life à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, eh ben, il y a aussi le contre-modèle de la femme fatale. La femme fatale. Voilà. Donc, le contre-modèle, c'est la femme fatale qui était déjà, qui évidemment, la femme fatale, elle existe depuis que la femme existe, mais la femme fatale, elle va avoir un succès phénoménal justement après la Seconde Guerre mondiale, initié pendant. J'oublie pas que l'Ange bleu, c'est 1930, donc Marlène Dietrich, voilà, j'ai pas du tout oublié, mais en tout cas, après la Seconde Guerre mondiale, vous allez voir des actrices qui vont interpréter ces femmes fatales. Qu'est-ce que c'est une femme fatale ? C'est une femme archi-sexualisée, c'est une femme qui n'est absolument pas au foyer, bien entendu, qui est une femme libre, qui a la vie sexuelle qu'elle veut avoir. Alors, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, elle est perverse, elle va pervertir l'homme, le pauvre homme qu'elle va complètement démantibuler, telle vraiment une montre religieuse. Et les films à immense succès qui vont représenter ces femmes-là, c'est Gilda avec Rita Hayworth. Gilda, c'est 1947, suivi aussi de La Dame de Shanghai. Et je vous rappelle d'Orson Welles, où la fameuse scène de la fin où elle est tuée, parce que la femme fatale, elle est toujours punie. C'est quand même, il faut pas exagérer, quand même, faut pas rigoler. Faut revenir à la norme. Donc elle est toujours punie. Le facteur sonne toujours deux fois. C'est 1946. Vous voyez juste ces films qui s'enchaînent. Et Barbara Stanwyck dans Assurance contre la mort, c'est 1944. C'est-à-dire ces grands films qui sont d'énormes succès, qui sont des très beaux films, vont montrer que justement cette femme fatale, Ava Gardner ensuite va continuer avec La Comtesse aux pieds nus ou avec Pandora. Ces femmes, elles vont dans une espèce de... Elles sont au banc de la société. Et en plus, bien sûr, court implicitement la question de la sexualité. La femme fatale est libre sexuellement, la femme au foyer, c'est une mère. Alors, je te propose de poursuivre un autre fil qui était déjà un peu ouvert parce que tu disais pour La Sorcière bien-aimée, c'est-à-dire la question du choix. La question du choix, donc des modes de vie différents, sorcière, femme au foyer, voilà. En écoutant un extrait, ce qui nous amènera sur le deuxième Bristol. L'extrait donc, est tiré de Mytho, la série Mytho qui a été diffusée et produite par Arte, qui est aujourd'hui disponible sur Netflix. Et on rentre par le début de la série, puisqu'on va écouter un extrait de la saison 1, l'épisode 1. Je te propose d'écouter tout de suite, et on en parle ensuite. Le problème, c'est que vous travaillez mal ces derniers temps. Vous avez des problèmes personnels ? Non, mais j'en ai rien à foutre. Et je veux surtout pas le savoir. Je la connais, votre vie. Elvira Giannini. Une vie faite de sortie d'école, d'enfant ingrat, de mari absent. Et consacré à faire les courses au supermarché. Tous les soirs, vous rentrez chez vous, vous êtes crevé. Et puis, il faut faire les machines, les dîners. C'est comme si vous aviez deux boulots. Alors forcément, vous êtes trop fatigué. Et vous merdez. Vous merdez, Elvira. Parce que vous avez trop de choses à gérer. J'adore. Ça résume tout. C'est magnifique, quoi. C'est difficile, c'est superbe. Alors, c'est d'une violence incroyable. C'est d'une violence inouïe. C'est le patron qui parle à son employé. En plus, il l'aime bien. Il est en train de dire, mais... Ça se veut bien intentionné. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est une scène magnifique. Elle est terrifiante, elle est affreuse, elle est horrible. Et il part pour, voilà, je vais vous expliquer votre vie, je comprends, je sais où vous en êtes tout. Et en fait, il y a un terme qu'il n'emploie pas, ce qui est normal, mais qui résume toute la situation qu'il décrit, c'est la charge mentale. Clairement. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ça et sur justement la représentation des femmes qui sont confrontées à des choix de vie qui sont chronophages, qui sont usants, qui sont fatigants, c'est dit ici, et qui n'arrivent pas à tout gérer? Ce qui est assez intéressant, c'est que justement, en fait, c'est une question qui va apparaître, entre autres, qui va déjà apparaître avec la grande série des femmes, qui change beaucoup de choses, qui est Desperate Housewives. Mytho, c'est 2018, Desperate, c'est 2004-2012. Et qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qui se passe derrière les portes closes des maisons? On voit des femmes surchargées, débordées, ennuyées, qui n'arrivent absolument pas à répondre et à remplir les fonctions qui leur sont demandées. Et celles qui semblent, au contraire, y arriver parfaitement, en tout cas au début, qui est absolument épouvantable d'ailleurs, c'est Brie. Et Brie, elle y arrive tellement bien qu'elle est absolument horrible, elle est complètement obsédée
par cette représentation de femme parfaite de l'American Way of Life, si bien qu'elle va évoluer pour tenir dans l'alcool. Ouais. C'est l'une des premières représentations sans équivoque possible, qui sera suivie de bien d'autres, de l'alcool pour supporter, de l'alcool domestique, de l'alcool des femmes, qui est un alcool qu'on n'aime pas trop montrer, et de l'alcoolisme pour supporter cette charge mentale, pour arriver à supporter, elle va partir dans l'alcool. Ouais. Et d'ailleurs, dans Mytho, Elvira va partir aussi dans un délire et un mensonge terrible pour essayer d'attirer l'attention à elle et qu'on la reprenne en question, puisque ça, c'est pas spoilé que de dire qu'elle va se déclarer un cancer. Dans Good Girls, les femmes qui sont complètement dans des petits boulots assez pourris, méprisées, inexistantes. Good Girls, c'est depuis 2018. Elles vont finir par essayer de trouver, de s'extirper de cette vie avec un braquage. Donc pareil, c'est le pitch, c'est le trailer, je ne divulgue rien. Mais elles vont monter un braquage pour essayer de se sortir, de respirer financièrement, de trouver une issue, parce qu'elles jonglent avec des petits boulots qui leur rapportent rien et leur responsabilité familiale, exactement ce que décrit Mytho. Donc vous voyez qu'avec vraiment plusieurs tonalités, on va représenter de diverses façons cette charge mentale. Et dans une autre série qui est Working Moms, qui est une série québécoise de Catherine Reitman, et qui est depuis 2017 sur Netflix, entre autres, eh bien, elle, c'est très, très drôle. Il y a une scène qui est à mourir de rire, Kate Foster, qui est donc le personnage principal. C'est aussi 4 filles, 4 femmes qui ont des situations différentes, mais Kate Foster, elle veut tout pareil, elle veut tout assurer, et donc elle se retrouve elle veut continuer son boulot dans lequel elle s'éclate. Elle veut assurer la maison, elle veut assurer le bébé, elle n'y arrive absolument plus découper les petits vêtements qui vont bien pour la fête de l'école, assurer les gâteaux, et évidemment qu'elle explose. Et il y a une scène très drôle où en fait, elle se fait tirer le lait. Donc, il y a une espèce de machine, là. Ça se fait beaucoup plus aux États-Unis, de toute évidence. En tout cas, dans les représentations, maintenant, on le voit beaucoup. Ouais. Femmes qui se font tirer le lait. Et alors, elle est donc au bureau. Donc, elle cherche un endroit. Alors, tout le monde est très, 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 très gêné, en trouvant que c'est merveilleux, mais extrêmement embêté avec cette représentation crue du corps de la maternité. Et elle est en même temps au téléphone. Donc elle se met dans les toilettes, elle fait tirer le lait, elle est en même temps au téléphone avec un client, tout en lui disant non, mais il n'y a pas de problème, je vous écoute, tout va bien, alors que tout s'écroule autour d'elle. Et voilà, dire que là c'est vraiment une série aussi qui traite sur le mode de l'humour qui devient de plus en plus noir. Mais cette charge mentale qui est impossible. En plus, dans les jeux de représentation, tu disais tout à l'heure, on a les années 50 où tu as le portrait de la femme idéale au foyer qui réussit tout, préparer la table, préparer les enfants, faire en sorte que son mari soit heureux, donc lieu de l'épanouissement. Puis tu as dans les années 70 une autre figure qui est celle de la femme émancipée, libre, mais qui fait le sacrifice de sa vie personnelle. Exactement. Et toutes les femmes se trouvent entre ces deux injonctions. Tout à fait. Avec cette volonté, avec cette injonction de réussite, en même temps, de tout. Ouais. Et avec aussi une image, une injonction très forte sur la place de l'enfant. La responsabilité des parents est quand même en priorité de la mère sur l'éducation de l'enfant. Donc, tous les problèmes de l'enfant, c'est la faute de l'éducation et c'est la faute de la mère. Forcément. Pas de l'organisation sociale, bien entendu. Donc, ce qui fait qu'elle se trouve complètement à vouloir se sentir coupable tout le temps, puisqu'elle n'y arrive pas. Ouais. Et elle ne peut pas étaler dans le temps, parce qu'il faut réussir tout en même temps. Si au boulot, dans Working Mom, quand elle commence à dire qu'elle vient d'avoir un enfant, elle dit « Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien à ma vie », ce qui évidemment n'est pas vrai. Et ce qui fait que finalement, elle se retrouve
complètement dépossédés de leur propre vie, d'où d'ailleurs, entre autres, toujours l'alcool, hein, qui revient de façon régulière dans toutes les séries. Ouais. L'alcool caché, hein, l'alcool secret, l'alcool pour tenir. Il faut voir qu'en plus, quand on parle de la maison ou du foyer, on rentre dans le lieu où on vous bat les masques. Les masques disparaissent, donc c'est ça aussi notre côté voyeur. C'est on regarde, on pénètre dans l'intimité des gens. Voilà, tout à fait. Là où tout le à masque fait. social se fendille. C'est exactement ça. C'est comme quand on accompagne Kate Foster dans les toilettes avec son tirage de lait. On est là, on la voit en train de se débattre dans toutes ces situations. Et d'ailleurs, quelque part, Mrs. America, qui est une série portée, magnifique série portée, mini-série, hein, donc 8 épisodes de mémoire, mini-série portée par Cate Blanchett, qui est en 2020. Quand je vous disais Desperate, c'est 2004, Working Moms 2017, Good Girls 2018, Mytho 2018, on voit quand même ce moment où on s'exprime. Hein, et je vous ai cité, bien entendu, que les plus célèbres, les plus grandes, il y en a bien d'autres. Hein, il y en a bien d'autres. Eh bien, en 2020, Mrs. America raconte quoi? Elle raconte la bataille pour l'Equal Rights Amendment, c'est-à-dire la reconnaissance de l'égalité des droits des hommes et des femmes, et prenant complètement à contre-emploi c'est sa propre idéologie et son engagement, Cate Blanchett va interpréter la très très conservatrice Phyllis Schlafly. Je vous recommande absolument cette série qui est absolument magnifique, qui raconte le mouvement féministe avec tous ses problèmes, qui nous dit beaucoup de l'Amérique d'aujourd'hui et pas que de l'Amérique. Et qu'est-ce qu'elle dit, Phyllis Schlafly? Pas de reconnaissance de l'égalité des droits des hommes et des femmes, parce que les femmes au foyer, c'est très bien, c'est l'homme qui assure la fonction financière. À un moment donné, elle dit quand même, mais qu'est-ce que vous allez gagner avec le travail? Vous allez avoir un double boulot? Donc, c'est assez subtil, hein, c'est assez fin. C'est-à-dire que finalement, vous ne serez pas plus reconnu dans votre travail, mais en plus, vous aurez la charge de la maison. Ouais, c'est ça, ce qui m'amène sur ce point, et là on va parler de la question justement vraiment du travail non productif, du travail invisible, du travail domestique, de la reconnaissance sociale qui est liée à cette forme d'activité. Je vais te citer, 3e Bristol, une citation qui est extraite de Nicolas Kayser-Bril sur un bouquin qui s'appelle Imposture à temps complet, qui parle des bullshit jobs, dans le prolongement du Graeber. Voilà la phrase. La distribution des métiers ainsi que l'échelle des salaires, suivent en grande partie les divisions sociales et genrées qui parcourent la société. Alors, je pense que ça t'inspire quelque chose au niveau du commentaire, non, parce qu'on y est. Clairement, c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'une grande partie des emplois est en fait des emplois féminins et le prolongement de la sexualisation des tâches qui est émise du foyer. Ouais. Et à partir de là, vous avez donc une dépréciation. Il n'y a pas de reconnaissance du travail domestique quand il est effectué par la mère, la femme du foyer. Puisqu'en fait, quand vous prenez quelqu'un d'extérieur, il est quand même bien rémunéré. Votre nounou, elle fait pas ça gratuitement parce que c'est tellement merveilleux de s'occuper de la famille et des enfants des autres qu'il ne faudrait pas te payer. La femme de ménage non plus. Donc c'est quand même des fonctions. Alors le ménage, c'est clair que c'est quand même la même fonction. Tout de même, il y a toute une partie du rapport aux enfants ou les emmener, aller les chercher, etc. Hein, c'est quand même des fonctions qui sont très proches. Là, elles sont évidemment quand elles sont exercées par quelqu'un d'extérieur au foyer. Exactement. Quand c'est à l'intérieur. Voilà, c'est exactement ça. Et là, on peut le quantifier. Comme par hasard, ça se quantifie très bien. Mais quand c'est la maman qui s'occupe de tout ça... Là, c'est non-stop et ça ne se quantifie plus du tout. D'où le débat, qui est un débat qu'il ne faut pas balayer du revers de la main sur le salaire au foyer. Dans les indices statistiques, si tu regardes, les femmes au foyer sont considérées comme sans profession. Voilà, exactement. Ça dit tout. Ça ne change, ça ne bouge pas. Ça ne bouge absolument pas. Alors, ce qui pose un vrai problème, bien entendu, c'est-à-dire que non seulement dans ces cas-là, il faudrait payer comment. Il y a un problème qui dit, mais si on paye les femmes à ce moment-là à rester au foyer, elles vont plus aller bosser pour faire quand même des boulots souvent pourris. Donc, est-ce que c'est pas le problème est-il pas ailleurs? Dans ces cas-là, on met finalement en situation des personnes de ne pas choisir du tout leur travail, de juste assurer la pitance pour à peu près essayer de boucher les trous et de courir, comme exactement ce que disait le patron d'Elvira dans Mytho. Parce qu'en fait, dans la scène d'Elvira qu'on entendait,
initialement, il lui dit, vous ne vous investissez pas dans votre travail suffisamment, vous ne suivez pas les formations professionnelles auxquelles vous vous êtes inscrite, dont je crois de mémoire l'apprentissage du chinois. Mais à part entre 3h et 5h du matin, je ne vois pas quand elle pourrait le faire. Donc, vous ne progresserez pas dans votre travail. Oui, est-ce que tu retrouves au sein du foyer, les activités ne sont pas rémunérées parce qu'elles sont naturelles. Exactement. Alors, je oui, mets naturelles entre guillemets, bien entendu. Bien entendu. Elles sont dans le prolongement de la maternité, le fait de donner la vie à un enfant, on assume ensuite, on porte cet enfant jusqu'à l'âge adulte, et le foyer évidemment. Et dans la vie professionnelle, parce que voilà, le reproche du patron, c'est tu ne peux pas t'investir suffisamment, les femmes sont moins reconnues, sont moins valorisées au niveau de la rémunération aussi. Et d'une certaine façon, il y a un implicite social, c'est de dire une femme, c'est d'abord la maternité, et si elle donnait vie à un enfant, elle est déjà une femme accomplie. Exactement. Et d'un autre côté, le pendant, c'est une femme au travail qui veut réussir ne peut pas avoir d'enfant. Voilà. Il y a un vrai problème avec la maternité. Dans une série qui est une série danoise qui s'appelle très très célèbre, qui s'appelle Borgen, vous avez le personnage de Catherine, la journaliste, et à un moment donné, elle progresse pour être rédac-chef, et son patron lui dit, mais il lui dit parce qu'il n'a pas les moyens dans son équipe, ni le financement, ni l'aide, même dans ce beau pays social qu'est le Danemark, mais tu t'engages à pas avoir d'enfant pendant les 2 ans qui suivent. C'est terrible en fait. Ouais. Parce que sinon, pour moi, ça ne sera pas possible, je pourrais pas... Et elle, ce qui est assez amusant, c'est que plusieurs saisons plus tard, elle se retrouve à son tour dans la même fonction, et quand une de ses collaboratrices lui dit qu'elle a un projet d'avoir un 2e enfant, elle-même a ce type de réaction. C'est complètement intériorisé. Voilà, complètement. Parce que, elle dit, mais non, tu me fais pas ça. Donc, on voit bien qu'on retombe exactement sur le même type de problématique. Alors, il y a autre chose, ça m'a beaucoup amusé, parce que j'avais vu la série, mais je ne l'avais pas vue sous cet angle-là, parce qu'elle est très ludique, très détendante, c'est Good Girls. Et là, on est aussi dans cette position par rapport à la rémunération, la juste rémunération du travail. On a des femmes au foyer ou des femmes exerçant des petits boulots très peu valorisés socialement. Parce qu'il y en a une qui est assistante sociale, Ruby est assistante sociale, elle s'occupe de personnes âgées, elle a l'air d'être vraiment très efficace, très attentive, mais elle ne gagne rien. Ouais. Elle gagne rien, et en plus donc elle travaille dans le care, dans le soin, exactement, des métiers qui ne sont pas valorisés. Elle court partout pour aller voir les différentes personnes handicapées ou âgées dont elle s'occupe, et elle ne gagne rien du tout, et son mari ne gagne pas beaucoup, bien mieux sa vie, donc c'est de ce point de vue-là, c'est d'autant plus un problème que leur fille va avoir un problème de santé, et que là évidemment pas de mutuelle, pas d'opération possible, elle a besoin d'une greffe du rein. Et de même, Annie, la sœur de l'héroïne Bess, elle est caissière dans un supermarché où elle se fait complètement marcher dessus, écraser, et elle n'arrive pas à subvenir aux besoins du tout de son fils qu'elle élève, enfin, etc. Donc c'est d'où ce recours c'est ça qui est génial. fictionnel. On peut faire qu'une chose, c'est braquer. Alors on va braquer qu'une seule fois le supermarché, justement, parce qu'elle connaît bien la caisse, l'état de la caisse, et puis il va se passer plein de choses. Mais la norme sociale, la norme du genre est tellement injuste qu'elles ont besoin d'avoir recours à un moyen illégal pour corriger les injustices. D'où d'ailleurs, vous remarquerez la prolifération à un certain moment donné du commerce de la drogue, entre autres. Ça me fait penser à Weeds, ça me fait penser à toutes ces grandes séries où finalement, on va gagner beaucoup plus facilement de l'argent, beaucoup plus vite pour continuer dans Weeds, c'est pour continuer à assurer, puisque l'héroïne Nancy se trouve veuve du jour au lendemain. Son mari, toute évidence, avait un petit peu mis de l'argent un peu dans tous les sens, donc elle se retrouve sans rien. Et elle va commencer à vendre du cannabis parce que ça lui tombe dessus. Quand elle voit les boulots qui sont possibles, elle n'arrivera à rien avec ça. Et donc, évidemment, la fiction l'entraîne sur des chemins d'aventure. Mais ça reprend l'idée de Good Girls et du braquage. Et c'est Breaking Bad, on est aussi là-dedans. On est un peu dans la situation du soin, un prof. Exactement. Et on bascule. Il y a quelque chose là-dedans. Oui, il y a toujours quelque chose de ce côté-là. C'est-à-dire, finalement, il n'y a aucune... Donc, la fiction va proposer une autre issue, mais avec, évidemment, des problèmes sans fin. Mais... c'est cette espèce de côté d'impasse que dans le système tel qu'il est, il n'y a pas de solution. Ouais.
Il n'y a pas de solution. Et là, on revient sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui n'est pas juste une question d'égalité salariale, qui est évidemment cruciale, mais c'est aussi dans la représentation de la société. Les femmes sont portées vers des travaux, on en a parlé tout à l'heure, qui sont sur le soin, le care, etc., qui sont des jobs, c'est Graeber qui dit ça, qui sont gratifiants en soi, parce qu'on apporte de l'attention à l'autre, de l'empathie, la relation au monde, et voilà. Mais par contre, la question de la rémunération, on la met sous le tapis en disant bah non, mais ça vous concerne pas. Mais pas des travaux c'est bien sérieux. pour ça d'ailleurs qu'on va parler de tous ces métiers-là en disant ah mais c'est une vocation. Ouais, et ça c'est extrêmement important Ce aussi. qui quand même me fait bondir évidemment. C'est-à-dire mais moi je paye pas mon loyer avec de la vocation. Hein. Donc ce sont des métiers de vocation. En plus la vocation c'est religieux. Exactement. C'est le sacerdoce. Donc c'est le sacrifice. Exactement. C'est l'abnégation et le sacrifice. Donc on retrouve cet état d'esprit sacrificiel pour les autres, qui donc ne peut pas être rémunéré. Et alors les autres, c'est les femmes, hein, Exactement. en l'occurrence. Exactement. Je te propose de conclure avec un 4e Bristol, un 2e extrait. Je pense qu'on a fait les 30 minutes, mais c'est pas grave, on va se faire plaisir en écoutant quelque chose d'agréable. Enfin, d'agréable. Le passage est truculent, mais il est terrible aussi. Alors, c'est un extrait de Big Little Lies, on en a parlé. On est dans la saison 1 aussi, l'épisode 4. 2017. Bon, depuis 6 ans, j'essuie des nez qui coulent, j'organise des après-midi jeux, je fais absolument tout pour être une bonne mère. Voilà, et aujourd'hui, je me suis sentie vivante et tellement bien. Tu trouves pas ça dingue? Non, j'ai honte de ressentir tout ça, mais être une mère, ça ne me suffit pas. C'est comme ça, même pas un petit peu. C'est horrible, je suis une horrible mère. Ça y est, je l'ai dit. Une horrible Si, je suis mère. Je ne horrible. te laisserai pas dire ça. Toi aussi, tu ressens ça? Réponds, ça t'arrive? Oui. J'ai été beaucoup trop accaparée par Abigail et Chloé. Je ne m'occupais que d'elles tout le temps. J'ai failli oublier que moi aussi j'existais. Il fallait que je fasse quelque chose, donc je me suis lancée comme bénévole dans ce théâtre, alors que je suis ni comédienne, ni metteur en scène. J'avance pas à pas, mais au moins j'existe, je fais quelque chose de ma vie. J'en voulais plus. Tu comprends? Je veux plus de ça. Cette sensation. Parce que moi aussi, je me suis sentie vivante. J'en veux plus! Je trouvais ça important de garder le klaxon de la fin. Exactement. Parce qu'on sent la libération. Exactement. Quoi. Ce moment où je vais faire du bruit, je veux, j'en veux plus. En plus, on sent qu'on est vraiment dans le tabou. Quoi. Elles sont dans un espace d'une voiture et c'est quelque chose qui ne se dit pas. Complètement. Et pourtant, ce sont de très très bonnes amies. Ouais. Ce sont des grandes amies très proches et la série montrera toutes les forces des amitiés et des solidarités. Mais ça ne peut pas se dire. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est trop intime et c'est tout de suite, on bascule. Ce que dit très bien Céleste, interprétée par Nicole Kidman, hein, et donc elle est avec Madeleine, la grande Reese Witherspoon. C'est je suis une mère horrible. Je suis une mère affreuse, je suis une mère terrible. C'est terrible. Je veux dire, c'est un poids, c'est une culpabilité sans fin, quoi. C'est quelque chose qui écrase. Et en plus de la série, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une businesswoman, mais complètement hystérique, qui est interprétée par Laura Dern, hein, qui est Renata de Laura Dern, qui doit devenir la femme de l'année, mais complètement folle. Et donc elles ont ça comme image. Et donc entre de faire quelque chose et puis elle voit cette amie qui est complètement qui a explosé en cours de route et qui sera évidemment rattrapée par la réalité, puisque sinon il n'y a pas de fiction. Eh bien, elle ose pas. Elle n'ose absolument pas. Et il y a quand même une chose qui s'oublie dans tout ça, c'est que si on parle vraiment sur le fond des enfants, mais la bonne éducation, l'amour parental, c'est un amour qui dure toujours, mais qui doit se réaliser dans la séparation. Comment peut-on, après, ne pas retrouver ces femmes qui se sont entièrement engouffrées dans la vie de leurs enfants et qui s'effondrent ou qui n'acceptent pas le départ des enfants? Oui, bien sûr. Non, la séparation, tu parles bien de la séparation avec les enfants, pas avec les compagnons. Non, avec les enfants. Donc, de toute façon, que ça soit un autre, donc hein. c'est une impasse complète tout le temps, d'un bout à l'autre. C'est vraiment, puisque de toute façon, après, il faut comment les lâcher. Donc, si on réfléchit, si on remet en perspective, d'où d'ailleurs ces innombrables figures terribles et qui sont, alors, pareil, là, c'est un stéréotype complet, mais très intéressant, comme tout stéréotype de la belle-mère.
Mais en fait, je suis en train de penser que si tu regardes cette série du point de vue de l'enfant, effectivement, tu as un peu des différents cas de figure. Autant la maman working woman un peu hystérique, là, qui est fatigante, par contre, elle veut la fille parfaite. Absolument. Donc c'est important qu'elle ait le plus bel anniversaire, qu'elle épate socialement tout le monde. Exactement. Tu as Céleste qui s'en veut d'être une mauvaise mère, mais ce qu'on ne dit pas à elle, c'est pas le rapport à l'alcool, mais c'est la violence conjugale qui est terrible. Les enfants assistent à ça. Oui. Donc il y a ce drame-là, je pense intime pour elle aussi, de dire voilà, j'expose mes enfants à des situations qu'ils ne devraient pas voir. Et tu as l'autre maman, alors je me souviens plus comment elle s'appelle, qui est mère célibataire avec son gosse. Oui, celle qui commence l'histoire. Et lui, c'est un enfant qui est déjà trop grand tout de suite, qui partage des secrets d'adultes, en fait. Des secrets d'adultes. On a ces rapports, c'est hyper intéressant. C'est ce point de vue. Puis si on met l'enfant au centre, mais en fait, on ne se met pas sur le point de vue de l'enfant. Ouais. Ce que raconte Desperate aussi, la génération suivante, les enfants, c'est compliqué. Ils ont beaucoup de mal aussi à finalement retrouver une vie, à se construire. Suzanne est une mère complètement invasive, elle est absolument épouvantable. Brie, évidemment, est totalement... Et finalement, elle finira quand même... Il y a quand même des belles échappées, mais elles ont... Pour toutes, c'est extrêmement compliqué. Parce que... Donc même quelque part, si on va vraiment jusqu'au bout du modèle, ce modèle de mère sacrificielle, de toute façon, est un modèle qui peut avoir une deuxième vie de belle-mère épouvantable. Ouais. Mais je trouvais ça intéressant de faire le mouvement parce qu'en fait, on commence sur le rôle de la mère au foyer, la femme idéale, etc., qui accomplit ses devoirs. On voit que ça a été creusé par les séries aussi dans un sens critique pour essayer aussi d'accompagner un mouvement social et parfois de le devancer un peu dans un sens d'émancipation. Clairement, ouais. Et là, on vient peut-être au dernier tabou du foyer, c'est la relation à l'enfant. Exactement. Et le rôle de la mère parfaite qui doit tout faire pour que son enfant soit heureux. Que il y aura beaucoup de choses extrêmement contestables là-dessus, c'est-à-dire finalement on part de l'idée que c'est l'espèce la nostalgie du paradis perdu qui est propre à l'être humain, c'est-à-dire si vous n'avez pas une enfance heureuse, c'est foutu pour vous pour le reste de la vie. Mais c'est quoi une enfance heureuse? Est-ce que ces mères qui sont complètement hystériques, malheureuses, qui se trouvent dans une situation de malheur absolu, c'est vraiment ça une enfance heureuse? Écoute, il y a Elisabeth Badinter qui disait « J'ai été une mère moyenne ». Je trouve que c'est une ambition raisonnable. Je suis bien d'accord. Merci Monica de nous avoir accompagnés et d'avoir développé pour nous les stéréotypes féminins et la relation au travail. Ils sont tenaces. Mais on travaille à le faire. Il faut absolument. Notre rapport à l'imaginaire détermine notre rapport au réel. Merci de conclure sur ça. C'est comme ça qu'on a échangé, qu'on a commencé à discuter de ce projet. On a parlé de l'imaginaire qui déterminait notre rapport au réel. C'est une très bonne conclusion. Merci Monica. Merci Philippe qui est à la réalisation. Et écoutez, à bientôt pour un prochain rendez-vous de Développer. Développer, le podcast des humanités, vous a été présenté par l'ESCE, la Grande École du Commerce Extérieur et le groupe Omnes Éducation.